Donc, je vais commencer par vous parler du projet et ensuite de ça, Morgane pourra présenter les données où on en est aujourd'hui. C'est un projet qui est encore en cours. Donc, on va parler aujourd'hui des jeunes qui ont discontinué un parcours de transition. Parfois, on parle de la détransition. Euh, Peut-être juste faire un avertissement sur le contenu. Dans cette présentation-là, on va parler de défis qui sont rencontrés par les jeunes qu'on a interrogés. Parfois, les sujets peuvent être difficiles et donc, on vous dit vraiment de prendre soin de vous et de respecter vos limites. Là, si vous sentez qu'il y a des sujets qui sont difficiles, sentez-vous bien à l'aise là, de vous retirer. J'aimerais aussi remercier les autres membres de l'équipe qui font partie de ce projet qui est financé par le CRSH. C'est un projet de recherche qui est en cours, qui a commencé en fait en 2020. Donc, c'est un projet qui est encore très nouveau. On a commencé en pleine pandémie. Et donc, les autres membres de l'équipe, c'est Denise Médico qui est à l'UQAM, Mélanie Millette à l'UQAM, Olivier Turbide, Alexandre Barry, Tommy Planchat, François Susset, Édith Paréroy, Roselle Gravel et Auguste Paradis, notre nouvelle consultante communautaire. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais juste bouger ça ici parce que je ne vois plus. Donc, peut-être parler un petit peu du contexte. Là, je pense que vous êtes au courant que depuis la dernière décennie, là, on voit un nombre de jeunes là, qui font des transitions. On voit que ça augmente en termes de visibilité. Cette semaine, en fait, c'est intéressant parce que je voyais, il y avait quelque chose sur Facebook, sur mon fil Facebook qui est apparu, qui montrait le nombre de personnes droitiers et gauchers depuis le dernier siècle et comment ça aussi, ça a augmenté. Et donc, mais on voit vraiment qu'il y a une augmentation là, de jeunes dans leur visibilité. Cette augmentation, par contre, stimule souvent les débats sur la détransition, la désistance. Puis aussi, ça l'a amené un peu l'idée du concept de Rapid Onset Gender Dysphoria. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, là, les jeunes qui vivent une incongruence de genre soudaine. C'est une idée qui a été proposée par une chercheure américaine et ça a été beaucoup repris dans les médias, dans la presse, dans les médias sociaux. L'idée de la désistance, de la détransition ou du regret, tout ça, ça le nourrit aussi l'inquiétude autour de la pertinence des transitions médicales chez les adolescents et adolescentes. Puis souvent, ça va servir à argumenter pour limiter l'accès. On l'a vu, par exemple, dans le cas de Tavistock, qui est la clinique en Angleterre, où il y a eu une poursuite contre la clinique et pendant un petit bout de temps, parce que ça a été renversé récemment, mais pendant un bout de temps, les enfants, les jeunes de moins de 16 ans n'avaient plus accès du tout là, au traitement d'affirmation de genre suite à cette poursuite qui a été faite par rapport à une personne qui a discontinué une transition et qui parlait des regrets. Et ça, c'est malgré le nombre croissant d'études qui montrent que les traitements d'affirmation de genre améliorent le bien-être des jeunes trans. Fait que c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et puis, c'est ça, bien que ces sujets-là sont très, très présents dans les médias, puis même c'est enflammé parfois là, dans les débats, on a encore très peu de recherches sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu ça qui a motivé notre projet. Là. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est de ce projet-là. Peut-être juste faire une petite recension de ce qu'on sait. Là. Je ne présenterai pas tout, mais je dirais que le phénomène de la détransition, c'est souvent associé avec l'idée du regret, qui est mobilisé pour promouvoir des approches plus préventives de l'accès aux soins. Pourtant, les études montrent que c'est moins de 2 des personnes là, qui ont fait une transition qui regrettent. Et je regardais justement ce matin une analyse systématique des écrits par rapport aux gens qui ont eu recours à une chirurgie et c'est moins de 1 de regrets. Donc, on voit que c'est quand même pas un phénomène qui est très, très répandu, mais il y a quand même quelques personnes qui pourraient avoir des regrets par rapport à leur transition. Arrêter une transition, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'aurait pas dû avoir ou faire cette transition-là. Il y a des personnes qui vont arrêter leur transition parce que c'était une étape nécessaire dans leur développement et leur consolidation identitaire. Et il faut aussi comprendre que les défis peuvent accompagner cette transition-là. Ça ne veut pas dire que c'est un échec clinique ou que les cliniciens devraient empêcher les patients de détransitionner. Donc, c'est un peu ce qu'on sait sur en fait, la détransition. On va vous en parler un petit peu plus tard quand on regarde la discussion sur nos données.
Qu'est-ce que c'est notre recherche? Donc, la recherche, on l'a mis sur pied là, il y a quelques années. On a commencé à réfléchir à ça face à l'augmentation des discours sur des transitions dans les médias. Et on voulait vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la détransition? C'est quoi une discontinuation de transition? Est-ce que c'est la même chose que la désistance? On entend tous ces termes-là. Donc, on voulait en fait en arriver à une définition plus conceptuelle. Pour y arriver, on a mis sur pied 3 projets pilotes. Le premier projet pilote, ça consiste à faire des entrevues approfondies avec des jeunes qui ont discontinué leur transition. La présentation aujourd'hui va vraiment explorer en détail une partie de ces données-là. Mais on a aussi fait une enquête auprès des professionnels qui travaillent auprès des jeunes trans. J'ai vu tout à l'heure que Tom Lee s'est joint à nous. C'est Tom Lee qui est en charge de l'analyse de ces données-là. Peut-être qu'on pourra faire une conférence midi sur les résultats de cette enquête-là aussi bientôt. Et on a aussi nos collègues Mélanie Millette et Olivier Turbide qui sont en train avec Édith Paré-Roy, qui sont en train de faire une analyse de discours et de contenu médiatique. Et l'idée, en fait, de ce projet de recherche-là avec les 3 projets pilotes, c'est de mettre en dialogue les données qu'on retrouve à travers les 3 méthodes de données, de collecte de données, pour voir en fait si ce qu'on retrouve dans les médias, ça représente réellement ce que les jeunes vivent, si ça représente qu'est-ce que les professionnels vivent. Et ça va nous aider, en fait, vous voyez, à comprendre plus en profondeur le sujet de la détransition, de la discontinuation de la transition ou de la désistance. Au bas de mon écran, vous voyez approche transaffirmative. Peut-être juste un petit mot là-dessus. La manière dont on a abordé cette question-là, c'est vraiment dans une conception du genre qui est fluide, qui n'est pas binaire et qui pourrait changer, évoluer à travers la vie d'une personne. Donc, on ne voit pas la façon qu'on a abordé le projet de recherche, c'est dans une compréhension du genre qui est très, très fluide. Vous pourriez aller voir les travaux, par exemple, d'Alexandre Barry là-dessus sur la conception, l'approche transaffirmative fluide qu'il a développée pour travailler avec des personnes en perte cognitive âgées. Mais il y a vraiment là, quelque chose d'intéressant ici au niveau de cette approche-là. Donc, rapidement, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment les jeunes qui s'identifient comme des jeunes D-trans se sentent à propos de leur parcours de transition et de détransition. Et donc, ce sont des entrevues qu'on a fait avec ces jeunes-là entre novembre 2020 et octobre et novembre 2020. On a fait 20 entrevues semi-dirigées qui ont duré entre 1 et 2 heures. C'est une étude internationale. Bon, la beauté de la pandémie cette fois-ci, c'est qu'on a fait toutes nos entrevues via Zoom. Donc, on n'était pas restreinte par rapport à la région de Montréal. On a pu parler à des gens là, un peu partout dans le monde. Pour participer, il fallait avoir entre 15 et 25 ans, avoir fait une transition sociale et ou médicale et l'avoir discontinuée. Et c'est un échantillonnage qui est non probabiliste dans le sens où les gens qui ont vu notre annonce étaient invités à nous contacter et nous, ben, s'ils répondaient à nos critères, on les voyait en entretien. Et ensuite de ça, on a fait une analyse là, thématique. On a essayé vraiment de classer tous ces thèmes-là pour faire sens de leur expérience. Et donc, ça ici, c'est notre échantillon. Donc, vous voyez, on a 20 jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans. On va probablement en rencontrer davantage, mais on voulait commencer par ce nombre-là. On a au moins 5 personnes, 5 participants qui sont des gens là, racisés. On a des gens qui proviennent du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Écosse, de la Finlande, de la Belgique et de l'Indonésie. On a seulement qu'une personne qui est assignée garçon à la naissance. Donc, la grande majorité de notre échantillon, ce sont des personnes qui ont été assignées filles à la naissance. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ont des identités de genre très variées. Vous voyez ici, on a mis les pseudonymes, on a mis les pronoms qui étaient utilisés au moment de l'entrevue, on a mis le genre assigné et on vous a mis également leur identité de genre au moment de passer l'entrevue. Et donc, première constatation, et ensuite de ça, je vais passer la parole à Morgane qui va pouvoir parler plus en détail des expériences, c'est que ces jeunes-là, bien qu'on ait vraiment une grande majorité de personnes assignées filles à la naissance, on se rend compte que même après leur expérience de discontinuation de transition, ces personnes-là ne retournent pas nécessairement à une identité cisgenre. Donc, vous voyez ici, on a vraiment toutes les identités et plusieurs d'entre elles, LE, même eux, s'identifient comme des personnes qui pourraient s'identifier, par exemple, pas de genre, non-binaire,
On a essayé de traduire là, les mots qui ont été utilisés par les personnes ici, mais vous voyez que c'est quand même très, très diversifié en termes de comment les gens s'identifient et même les pronoms utilisés. Plusieurs d'entre elles utilisent encore des pronoms plus neutres. Donc, Morgane, je te laisse la parole. Oui, donc pour cette présentation, en fait, ce sur quoi on s'est concentré, c'est les sentiments que les jeunes expriment actuellement sur leur parcours. Comme on l'a vu un petit peu dans l'intro, souvent la détransition est beaucoup associée à l'idée de regret. Donc nous, on a voulu savoir, est-ce que c'est ça que les jeunes expriment? Est-ce qu'ils expriment beaucoup de regrets? Est-ce qu'ils expriment d'autres formes d'émotions? Donc ça va être un petit peu le sujet de cette présentation. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une partie des codes qu'on avait pour notre analyse. Et donc, en fait, vous voyez, chaque ligne représente un code et chaque colonne représente un ou une participante. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé les sentiments en trois sous-codes. En fait, il y avait les sentiments concernant la transition, les sentiments concernant la détransition et les sentiments qui émergeaient plutôt de tout le parcours. Il faut savoir que c'est des catégories qu'on a fait pour donner du sens au code, pour un peu mieux comprendre de quoi on parlait, mais ce ne sont pas des catégories qui sont totalement hermétiques, sachant que la manière dont les jeunes se sentent aujourd'hui dépend généralement d'un continuum d'expérience. Ce qui est intéressant aussi sur ce petit schéma, c'est qu'on peut voir en fait, donc chaque bille, ça représente le nombre d'occurrences, le nombre de fois qu'un code apparaît dans une entrevue. Et vous pouvez voir en fait déjà que pour chaque colonne, pour chaque personne, en fait, il y a à la fois souvent des sentiments positifs et négatifs qui sont exprimés. Donc, on voit déjà ici qu'il y a quand même un portrait plutôt nuancé sur ce que les jeunes ressentent par rapport à leur parcours. Ce qu'on voit également, c'est que donc la quatrième ligne, je crois, on a pas mal de jeunes qui expriment aussi une évolution positive en général, donc des sentiments de bien-être, des sentiments de libération, d'épanouissement et d'acceptation de soi à l'issue en fait de leur parcours. Donc on peut changer de diapo. Cet instant, mon ordi est comme bloqué. Ah. Voilà. Good. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu des sentiments qui émergent par rapport à la transition. Donc, évidemment, il y a des jeunes qui ont exprimé des sentiments négatifs par rapport à leur transition. Donc, ça représente 12 jeunes sur les 20. Donc, les jeunes expriment parfois le regret d'avoir fait une transition ou disent parfois « j'aurais aimé ne pas la faire » ou « la transition n'était pas nécessaire ». Il y a des jeunes aussi qui vivent avec des effets physiques, des effets secondaires de la transition. Il y en a qui vivent aussi avec de la dysphorie, de la souffrance ou de l'inconfort par rapport au corps qu'ils ont aujourd'hui. Il y a aussi des jeunes qui expriment de la tristesse, de la dépression, du deuil ou un manque de leur corps pré-transition. Et puis, il y avait aussi des sentiments parfois de colère qui étaient exprimés. Par rapport aux sentiments positifs, on a trouvé ça assez intéressant de voir que 14 jeunes expriment aussi des sentiments positifs, donc plus que de sentiments négatifs finalement. Il y a des jeunes qui disent que leur transition était un succès, qu'ils et elles sont toujours satisfaits ou satisfaites des changements. Il y a des jeunes qui disent ne pas avoir de regrets, que la transition était une expérience précieuse, un processus d'apprentissage. Enfin, il y a des jeunes qui ont exprimé plutôt des sentiments ambigus. Donc, par rapport à l'ambiguïté, elle est déjà présente dans le fait d'exprimer à la fois du positif et du négatif, mais il y a aussi des jeunes qui nous disaient qu'ils avaient des mixed feelings, donc des sentiments un peu partagés, ambivalents. Il y a des jeunes aussi qui disent « j'aurais voulu ne pas faire ma transition, mais je l'aurais fait dans tous les cas ». Donc, on voit aussi une certaine ambivalence par rapport à ça. Et puis, il y a des jeunes qui ne savent pas s'ils et elles regrettent. Donc là, je voulais vous parler un peu de cet exemple de Shane, en fait, qui nous explique avoir plutôt de la gratitude d'avoir pu faire en fait son processus de transition. Ce qui est intéressant, c'est que Shane, elle explique au départ qu'elle avait beaucoup de colère quand elle a fait sa détransition, mais que petit à petit, elle s'est rendue compte que c'était une étape nécessaire en fait pour qu'elle devienne la personne qu'elle est aujourd'hui, pour arriver au point où elle est aujourd'hui.
Et donc, elle explique que maintenant, elle ne regrette pas sa transition et qu'en fait, si elle n'avait pas pu la faire, elle aurait sûrement eu des doutes ou une curiosité tout le reste de sa vie. Et peut-être qu'elle se serait sentie unfulfilled, donc pas satisfaite en fait parce qu'elle n'aurait pas pu avoir cette opportunité. Donc c'est intéressant de voir ici les sentiments un peu mélangés, puis la progression aussi des sentiments après la détransition. Je voulais aussi revenir sur le cas de Yael qui me paraît vraiment important, surtout dans le contexte actuel. On va y revenir un peu. Mais en fait, Yael, c'est quelqu'un qui a dû vivre, qui a dû faire en fait une hystérectomie parce qu'à l'époque, c'était requis dans son pays pour changer la mention de sexe. Donc, Yael, qui aujourd'hui vit dans une identité plutôt non-binaire et voudrait arrêter ses traitements de testostérone, explique que ce n'est pas tout à fait possible à cause de cette hystérectomie, et puis qu'il y a aussi pas mal d'effets secondaires, comme le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et donc, Yael nous dit, j'ai pas de regrets parce que j'ai pas vraiment eu le choix de faire cette opération, mais par contre, j'ai de la colère contre l'État qui m'a forcée à 19 ans à me stériliser. Et quand même, Yael dit aussi, quand je repense à tout ça, je le vis super mal, et effectivement, ça m'arrive de me dire que ça serait plus simple d'en finir maintenant. Après, je me dis que je n'ai pas fait tout ça pour en finir comme ça. Donc, on voit quand même que quand on force des jeunes à avoir certains parcours précis, ça peut aussi avoir des répercussions très négatives par la suite. Voilà. Donc, par rapport à l'expérience de détransition, donc on a des jeunes qui disent se sentir bien avec leur décision d'arrêter la transition. Donc, ils disent parfois être contents d'avoir arrêté la transition à temps, parce que s'ils avaient été plus loin dans le processus, ça aurait pu avoir des conséquences négatives, ou peut-être ils l'auraient moins bien vécu. Il y en a qui disent juste avoir un sentiment positif du fait d'avoir arrêté. Et puis, il y a des jeunes aussi qui disent que ils ou elles savent que ce serait possible de refaire une transition si nécessaire. Donc, il y a toujours un choix qui est possible. Donc, ça peut aussi aider la décision d'arrêter la transition. Il y en a aussi 12 qui disent se sentir mieux depuis leur détransition. Donc, ils se sentent bien, heureux ou heureuses, rassurés, apprécient la vie ou ont espoir pour le futur. Ceci étant dit, il y a quand même aussi pas mal de sentiments plus négatifs qui émergent de la transition. Donc, 16 jeunes ont exprimé ce type de sentiments. Quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'il y a des problèmes, des difficultés du passé qui reviennent ou qui restent pendant la détransition, notamment des problèmes comme la dysphorie ou des troubles du comportement alimentaire ou de la dépression. Donc, le fait d'arrêter parfois la transition et de ne plus avoir certains outils qui aidaient la personne à se sentir un peu mieux, des fois, ça fait revenir des sentiments difficiles. Il peut y avoir aussi une nostalgie par rapport au moment de la transition, quand la personne était perçue dans un autre genre, par exemple. Il peut y avoir des inquiétudes face au futur, le fait de changer d'identité qui peut être un peu étrange quand on a été habitué à vivre dans un autre genre. Il y a des jeunes qui se sentent toujours un peu mal par moment. Il y a aussi des fois des conflits identitaires qui persistent, une insatisfaction aussi avec le corps qui persiste et qui n'est pas toujours nécessairement liée au genre. Et quelque chose que je voulais souligner ici avec le témoignage de Sun qui est très intéressant, c'est que Sun nous dit, malgré le fait qu'elle a réussi à identifier quels étaient les facteurs qui l'ont amené à faire une transition et à ressentir de la dysphorie, connaître tous ces facteurs ne suffisent pas en fait à guérir sa dysphorie. Et donc, Sun envisage toujours que peut-être un jour, elle voudra refaire une transition. Donc, c'est intéressant parce qu'en réalité, il y a plusieurs jeunes, on s'est rendu compte, qui décident d'arrêter leur transition parce qu'ils considèrent que le fait de transformer leur corps, de changer leur corps en fait médicalement, ça convient plus vraiment en fait avec leurs valeurs, avec la manière dont ils voient les choses. Et en fait, ces personnes-là, des fois, disent moi, je choisis de plutôt m'accepter. Je pense que j'ai fait une transition à cause de l'homophobie que j'avais intériorisée, à cause de la misogynie que j'avais intériorisée ou à cause de traumatismes, par exemple. Et du coup, je pense que je pourrais travailler sur ces problématiques sans avoir à recourir à une aide médicale. Et ceci étant, parfois, en arrêtant l'aide médicale, c'est quand même pas toujours évident
de gérer ces problématiques d'une autre manière. Donc, c'est important aussi de montrer qu'il peut y avoir une certaine ambivalence à ce niveau-là. Donc, ensuite, par rapport aux sentiments qui émergent de l'ensemble du parcours, en fait, c'était intéressant de voir aussi que 18 sur 20 jeunes, donc quasiment tous les jeunes, en fait, disaient, en fait, exprimer des sentiments d'épanouissement, de libération, d'acceptation de soi. Quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui trouvaient qu'elles se sentaient libérées des attentes de genre, que leur parcours leur avait permis en fait de déconstruire un petit peu les normes de genre et de s'en libérer, ainsi que se libérer du regard des autres. Il y a aussi pas mal de jeunes qui acceptaient mieux, qui s'acceptaient mieux et qui aussi étaient plus à l'aise avec leur corps ou avec le genre qui leur avait été assigné. Il y avait aussi un sentiment d'alignement, d'être soi-même, donc d'authenticité, on pourrait dire. Et puis, il y avait un détachement aussi de l'identité trans et du besoin de transitionner. Donc, des jeunes qui disent, maintenant, je ne sens plus que j'ai besoin d'être un homme, je n'ai plus besoin du concept de dysphorie ou je ne me sens plus trans. Et puis, il y a aussi des jeunes qui disent se sentir bien à propos de leur parcours dans son entier. Donc, voilà. Après, il y a aussi l'acceptation du parcours qui est ressorti dans les discours. Donc, les jeunes qui font un petit peu la paix avec leur parcours, qui acceptent les changements, qui s'adaptent, qui essayent de ne plus penser aux regrets, qui vont plutôt aller de l'avant et aussi qui disent ne pas vouloir revenir en arrière pour faire différemment. Donc là, on voit Olivia, par exemple, qui est une bonne illustration un peu de tout ça, qui dit que sa colère s'est calmée, qu'elle commence à accepter les choses, en fait, et que ça a été un long processus, mais que maintenant, elle comprend que non, elle n'est pas un garçon, qu'elle est une fille, et qu'elle n'a pas besoin de changer son genre à cause de ce à quoi elle pense qu'elle devrait ressembler. Donc, finalement, les jeunes nous ont aussi donné un petit peu des indices pour faire sens de leur parcours, donc essayer d'expliquer un peu leur parcours. On se rend compte, en fait, dans leur discours que la temporalité est très importante, que la manière dont les jeunes voient leur parcours évolue à travers le temps et l'expérience. Donc, comme on disait, des fois, les jeunes, au début, pouvaient ressentir de la colère pendant leur détransition, puis finalement maintenant ont de la gratitude, par exemple. Et puis, même, par exemple, leur vision par rapport au genre souvent évolue dans les discours. Donc, c'était intéressant de voir ça. Il y a aussi des perspectives qui étaient divergentes selon les participants et les participantes par rapport à leur identité passée. Il y a des jeunes qui disent n'avoir jamais été trans, d'autres, à l'inverse, qui valident leur expérience en tant que personne trans et qui disent oui, oui, j'ai vraiment vécu une expérience en tant que personne trans et j'avais vraiment le même parcours qu'une personne trans. D'autres disent en fait avoir été toujours non conforme dans le genre ou non binaire. Ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont expliqué pourquoi la transition n'avait pas été une bonne solution pour elles et eux. Donc, souvent, ils vont évoquer des problématiques sous-jacentes qui les ont conduits à effectuer une transition qui finalement n'était pas la bonne solution pour elles et eux. Donc, ça peut être les traumatismes, ça peut être le fait d'avoir confondu de la dysmorphie et de la dysphorie, ça peut être le fait d'avoir vécu de la misogynie, de l'homophobie. On a eu en fait pas mal de raisons qui étaient évoquées. Et on a 10 jeunes qui nous disent qu'elles auraient aimé avoir un meilleur accompagnement des professionnels pour avoir justement plus de clarté sur ces problématiques, ce qui leur aurait peut-être permis de mieux comprendre pourquoi ils et elles voulaient faire une transition et peut-être de trouver des manières alternatives de faire face à ces problématiques. Donc, c'est ça, il y a 7 jeunes justement qui disent qu'elles auraient voulu qu'on leur propose des solutions alternatives à la transition. Ici, on a Léa qui dit que justement, si on l'avait aidé à comprendre sa dépression et ses problèmes, ses troubles du comportement alimentaire, peut-être qu'elle se serait rendue compte que la transition, ce n'était pas forcément ce dont elle avait besoin. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas reçu ce soutien à l'époque. Donc, pour discuter un petit peu des données, en fait, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a un portrait quand même très nuancé. Quand les jeunes
parlent de leur discours, en fait, ils expriment effectivement parfois du regret ou des sentiments négatifs dont certains peuvent être interprétés comme du regret, mais ils expriment aussi parfois des sentiments positifs comme de la gratitude. Et souvent, en fait, ils vont exprimer un mélange des deux. Et donc, on se rend même compte parfois que des jeunes qui vont dire « Ah, je fais le deuil de mon corps » ou la transition, c'était pas nécessaire. Il y en a même qui disent « mais je ne regrette pas ». Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que c'est plus nuancé que ce qu'on peut souvent voir dans les médias. Et ça confirme en fait la complexité des expériences et des parcours qui a déjà été soulignée dans d'autres recherches. On voit aussi que la temporalité est vraiment importante, que le discours peut varier selon où les jeunes se situent aujourd'hui dans leur parcours et au moment où ils et elles en parlent, et puis de quel moment ou étape du parcours elles commentent. Donc en fonction de est-ce qu'on parle du parcours au complet, est-ce qu'on parle de la transition, de la détransition, ça va faire varier leur ressenti. Donc l'expression des regrets, de la gratitude ou d'évolution, ils peuvent résulter de la transition, de la détransition ou des deux. Mais en fait, la délimitation, elle est assez floue dans les narratifs des jeunes et c'est important de considérer le parcours des jeunes comme un continuum d'expériences qui ont tout un impact sur les sentiments présents. Donc toutes ces idées de temporalité, en fait, ça a été un gros défi pour l'analyse et on est encore en train de travailler dessus pour essayer de trouver des manières de refléter dans l'analyse cette notion de temporalité, de différentes étapes de vie et puis aussi d'évolution du discours dans le temps. Et ça représente pas mal de challenges, mais on pense qu'à l'avenir, ça serait intéressant d'avoir des études longitudinales spécifiquement sur la détransition, par exemple, où on pourrait suivre des jeunes à partir du moment où ils et elles commencent à douter de leur transition et à vouloir arrêter, puis avoir ensuite tout le processus de détransition, d'acceptation, etc. Donc, ça serait intéressant de voir aussi comment ça évolue en temps réel. Et puis, ce que je voulais aussi souligner, donc, les jeunes disent quand même, pour la plupart, ne pas avoir suffisamment exploré les raisons de leur transition. C'est quelque chose qui a aussi été trouvé dans l'étude de Littman qui vient de sortir et puis dans l'étude de Turban. Je veux quand même préciser que l'étude de Littman, elle est très intéressante par rapport aux données qui en ressortent. Mais concernant les conclusions, on ne partage pas vraiment les conclusions qu'elle fait dans sa recherche. Mais ceci dit, les données sont intéressantes et recoupent un petit peu les nôtres. Voilà. Et puis, voilà, dans les autres choses qu'on voudrait souligner, on se rend compte que la transition, même si elle ne satisfait plus les jeunes, parfois, elle peut avoir contribué à déconstruire ce qu'est le genre et donc à s'épanouir et à s'émanciper des fois des pressions et normes de genre. On voit aussi que discontinuer une transition, ce n'est pas forcément un retour en arrière. Donc, ce n'est pas un parcours A-B-A, ça serait plutôt un parcours A-B-C où les jeunes évoluent vers quelque chose d'autre, vont parfois mieux s'accepter. Donc, en fait, on voit que les jeunes, souvent, ne sont pas dans le même état qu'ils étaient au départ avant de commencer une transition. Il y a vraiment une évolution sur leur perspective, leur bien-être, etc. Et aussi dans leur identité. On voit que les jeunes, en fait, expriment une grande variété d'identités, que ce n'est pas forcément tous les jeunes qui retournent à l'identité assignée. Et ça, en fait, Littman aussi le montre dans ses résultats. Elle trouvait qu'il y avait 61% des jeunes qui revenaient à l'identité assignée et que les autres, en fait, exprimaient des identités soit non-binaires, soit trans, soit un mélange de plusieurs identités. Nous, dans nos données, on trouve plus de jeunes qui ne retournent pas vraiment à une identité assignée ou une identité cisgenre. Je vais passer la parole à Annie. Merci Morgane. En fait, peut-être juste pour conclure avant qu'on discute ou prenne des questions, c'est certain qu'on est encore au tout début de l'analyse de ce projet-là. On a encore beaucoup de travail à faire sur les entrevues, différentes dimensions qui n'ont pas été analysées
Et puis aussi, il faut prendre en considération les limites de ce projet-là, dans le sens où c'est un échantillon communautaire, hein. Les gens nous ont écrit pour pouvoir participer à l'entrevue, donc on ne prétend pas que ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, c'est représentatif de tout le monde. On n'a pas encore commencé à faire sérieusement des consultations avec des personnes qui ont détransitionné. On vient juste d'embaucher quelqu'un pour travailler avec nous, mais il y a encore des limites. Donc, il faut vraiment prendre ça comme ça. Cela dit, je pense que ce qu'on voit se dégager des données, c'est que pour l'instant, on pourrait dire qu'il faudrait assurer peut-être un meilleur suivi psychosocial. Mais quand on parle de suivi psychosocial, on veut vraiment insister sur le fait que ça devrait être non contraignant, non restrictif. En fait, on ne veut pas aller vers le gatekeeping. On pense que c'est peut-être juste nécessaire d'augmenter les services, en fait, pour que ces jeunes-là puissent être adéquatement suivis si elles en ont besoin, si elles en font la demande. Donc, on veut juste s'assurer, en fait, que les jeunes ont accès à cet espace-là pour pouvoir discuter de leur expérience de transition, d'incongruence de genre, etc. Je pense qu'il faut faire aussi attention, l'imposition de parcours de transition rigide, ça peut être des facteurs de regret et rendre plus difficile encore les parcours de transition. On l'a vu avec l'exemple de Yael. Oui, c'est un exemple, c'est anecdotique, c'est une personne dans tout notre échantillon, mais c'est quand même une personne qui a subi des interventions chirurgicales par pression pour changer sa mention de sexe. Donc, je pense qu'il faut faire attention. J'ai le goût de faire des liens avec le projet de loi 2 qui a été déposé la semaine dernière. On voit qu'ici, il pourrait avoir quand même des conséquences assez graves. Donc, les parcours de transition rigide, ce n'est pas la solution du tout. Arrêter une transition, ça peut causer des défis pour les jeunes. On l'a vu, c'est difficile et je pense qu'il va falloir en tant que communauté de personnes qui s'intéressent à la santé des jeunes, se questionner puis essayer de développer des services pour l'accompagnement aussi des jeunes, des trans, parce qu'il y a quand même plusieurs défis que ces personnes-là peuvent vivre. Je pense aussi que ça nous montre qu'une analyse qualitative, donc une analyse vraiment en profondeur des discours, des narratifs de personnes qui ont discontinué leur transition est nécessaire pour comprendre la complexité de la diversité des expériences qui tombent sous le parapluie des transitions. Et puis, tu sais, au regard à ce que Morgane a dit tout à l'heure par rapport à la temporalité, bien, c'est certain que si on remplit un questionnaire dans le temps qui se termine aujourd'hui, juste aujourd'hui dans mon état d'âme, ça va peut-être apporter toutes sortes d'autres interprétations que si on comprend vraiment tout le parcours du jeune. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de poursuivre avec ce genre de recherche-là. Et finalement, peut-être, je dirais, la notion du regret devrait être explorée plus en profondeur parce qu'elle est complexe aussi, puis elle peut évoluer dans le temps. Voilà, c'est ce qu'on dirait pour aujourd'hui par rapport à la présentation sur ces données-là.